Bonjour, en partenariat avec Canal Jack et Tribune Libre, nous avons le plaisir ici d'accueillir Jocelyne Chassard pour son histoire qui dure depuis plus de 7 ans maintenant. Et donc, pour les profanes dont je suis, nous allons essayer de comprendre cette histoire à multiples rebondissements. Donc, c'est une histoire judiciaire avec harcèlement moral, je crois, comme problème originel, puis ensuite déni de justice multiple. Donc, Jocelyne Chassard, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe dans votre vie depuis 2016 et avec quelques dates clés finalement, puisque c'est très, très dense comme dossier. Oui, ben, merci beaucoup Stéphanie de m'avoir invitée une deuxième fois, puisque vous m'aviez déjà invitée il y a un mois, je crois, je sais plus, ou un mois et demi. Donc effectivement, je vais essayer d'être très très concise parce que, comme vous l'avez dit, ça dure depuis 7 ans. Donc en fait, ce qui a commencé en 2016, c'est un harcèlement moral local, de terrain. Ça se passait au collège de Grand-Pré, dans les Ardennes. Donc moi-même, je suis professeure en documentation depuis 32 ans. Et donc dans cet établissement, j'étais arrivée en septembre 2015 et avec la principale qui s'appelait Corinne Perronne, eh bien ça se passait bien, c'est-à-dire qu'elle avait compris que j'étais une enseignante à part entière et elle avait accepté de mettre dans mon emploi du temps et dans l'emploi du temps des élèves de ce collège, elle avait accepté de mettre donc les activités pédagogiques que je faisais déjà depuis 10 ou 15 ans. 14 mars 2016, eh bien, elle a été remplacée par une autre principale qui n'avait pas beaucoup d'expérience dans ce poste et qui s'appelle Nathalie Aulas-Moffré. Et donc, petit à petit, ça a dû prendre à peu près 5 semaines, mais je me suis aperçue que cette cheffaillonne m'avait mise dans son collimateur et que donc, elle allait essayer de me placardiser. Donc, la placardisation, ça fait partie du harcèlement moral et cela consiste à enlever tout ou partie des responsabilités professionnelles d'une personne. Et dans mon cas, ça signifie… Pour quelle raison? Ça signifie, pardon, allez-y, jusqu'au bout. Oui, donc dans mon cas, ça signifie concrètement essayer de m'enlever tout ou une partie des activités pédagogiques que j'avais avec les élèves de la 6e à la 3e. Voilà. D'accord. Et pour quelle raison alors finalement cette mise en quarantaine? Alors, il y a 2 raisons principales. La raison personnelle, c'est que cet individu, donc Nathalie Aulas-Moffré, n'avait pas beaucoup d'expérience et donc elle a eu peur de moi à un moment donné parce que j'ai pointé officiellement en écrivant dans un registre qui s'appelle le registre santé et sécurité au travail. Donc j'ai pointé un petit dysfonctionnement dans le collège dont elle était en partie responsable. Et donc, elle a eu peur parce que il faut comprendre que aujourd'hui, 95% des profs, ce que j'appelle les profs, sont des trouillards, des ignorants et des collabos du système. Et le mot trouillard veut dire que… Ils vont être ravis de vous entendre. Ah ben, de toute façon, je veux dire… Et le mot trouillard… l'image de la population générale, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Mais si vous voulez, dans un métier comme l'éducation nationale, c'est encore plus, à mes yeux, scandaleux. Et donc, l'immense majorité des profs n'auraient jamais eu l'idée de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'écrire une note dans le registre afin de pointer ce petit dysfonctionnement. Et le lendemain du jour où j'ai écrit cette note dans le registre, Nathalie Aulas-Moffré m'a convoquée dans son bureau et là, j'ai bien senti qu'elle m'avait déclaré la guerre parce que, en gros, elle m'a dit, Madame Chassard, pourquoi vous avez fait ça puisqu'il suffisait de m'en parler? Je lui ai dit, mais Madame, vous n'étiez pas là. Je vous signale que vous n'étiez pas là, d'accord? Donc, j'en ai parlé à votre adjointe et puis j'ai décidé de l'écrire parce qu'il fallait résoudre le problème. Et ensuite, elle m'a posé une deuxième question. Elle m'a dit, mais si un jour il m'arrive de refaire encore une erreur, qu'est-ce que vous ferez? Et je la regarde dans les yeux et je lui dis, bah Madame, je vous le dirai. Donc, le fait de lui dire ça en face, ça signifiait que je n'avais pas peur d'elle et que je lui parlais à égalité. Alors que, comme elle est la chef d'établissement, évidemment, tous les autres profs courbent l'échine devant elle. Et elle m'a aussi posé une troisième question, et c'est là que j'ai senti qu'elle allait vouloir me placardiser. Elle m'a demandé, mais Madame Chassard, la documentation, ce n'est pas vraiment une discipline, n'est-ce pas?
Donc, ça voulait dire, cette question implicitement voulait dire qu'elle ne me considérait pas comme une enseignante et donc qu'elle pouvait essayer de m'enlever les activités pédagogiques que j'avais avec les élèves. Et donc, à partir de ce jour-là, donc c'était le 26 avril 2016, donc elle a mis en place du harcèlement local qui a abouti le 30 juin 2016 à ce qu'elle me fasse expulser du collège, soi-disant parce que j'ai causé des troubles. Et cette décision, qui s'appelle la décision d'interdiction d'accès à l'établissement, elle a pu la prendre parce que elle était protégée, elle était de mèche, mais ça, je ne l'ai appris que plus tard. Elle était de mèche déjà depuis 3 mois avec la DRH du rectorat de Reims, la directrice des ressources humaines, qui s'appelle Delphine Viau-Legouda. Et donc, le 30 juin, elle me fait partir de l'établissement. Alors, j'accepte de partir, j'accepte. J'aurais pu aussi rester sur place et puis lui dire, bah, madame, appelez les gendarmes et puis nous verrons bien si je cause des troubles dans l'établissement. Mais comme ça durait déjà depuis 2 mois et demi, j'étais fatiguée et je me suis dit, je vais partir, je vais rentrer chez moi et je vais immédiatement rédiger ma plainte. Et donc, le lendemain, le 1er juillet 2016, je suis allée à une gendarmerie à Vouziers, dans les Ardennes, et j'ai déposé une plainte contre Nathalie Aulas-Monfray pour harcèlement moral. Et à partir de ce jour-là, 1er juillet 2016, c'est en quelque sorte une guérilla sans merci qui s'est ouverte avec les hiérarques du rectorat de Reims. Et ce que j'appelle les hiérarques, ce sont des personnes qui ont des hautes responsabilités, bien sûr. Donc, en fait, il y a un trio dans le rectorat de Reims avec qui la guerre s'est ouverte depuis le 1er juillet 2016. Donc, d'abord, il y a la rectrice d'académie. À l'époque, elle s'appelait Hélène Incel et elle est restée rectrice de l'académie de Reims jusqu'en janvier 2020. Il y avait donc Delphine Viau-Legouda qui est la DRH et lui a succédé ensuite un DRH, un homme qui s'appelle Cyril Bourgeois et qui est toujours en poste. Et donc, à partir de 2016, se sont succédés des décisions administratives prises contre moi, soit par la rectrice, soit par les 2 chefs d'établissement, celle de Grand-Pré, puis celle de Suippes, dans la Marne, où je suis arrivée en 2017. Et j'ai répondu à ces décisions administratives, j'ai répondu à toutes les vexations que je subissais sur le terrain, j'ai répondu aux entreprises de diffamation que j'ai subies aussi de la part de profs qui se trouvaient soit à Grand-Pré dans les Ardennes, soit à Suippes dans la Marne. Donc à tout cela, j'ai répondu de façon, de façon ferme et surtout de façon transparente, parce que j'ai écrit des courriels d'interpellation, j'ai déposé des plaintes pénales avec des documents, j'ai fait appel à la hiérarchie du rectorat de Reims, puis à celle du ministère, puis à d'autres éléments extérieurs comme délégué de défense des droits dans la Marne, dans les Ardennes. Enfin, j'ai fait appel à plusieurs interlocuteurs à l'intérieur de l'éducation nationale et à l'extérieur. Et en fait, étant donné que la rectrice Hélène Incel voyait qu'elle ne pouvait pas me faire craquer, qu'elle ne pouvait pas m'obliger à prendre un congé de maladie, voire même un congé de longue maladie, eh bien, elle s'est résolue en 2019 à organiser contre moi un conseil de discipline totalement irrégulier et le conseil s'est tenu le 21 mai 2019. Et je n'y ai pas assisté, ni mon avocate. C'est une avocate que j'ai à mes côtés depuis juin 2017. Et ni elle ni moi n'avons assisté à ce conseil de discipline pour la bonne et simple raison que nous en avions dénoncé les irrégularités à l'avance. Et nous avions demandé le report du conseil de discipline parce que justement la rectrice et le DRH ne nous avaient pas communiqué des documents administratifs auxquels j'avais droit et qui m'étaient nécessaires pour justement présenter ma défense. Et donc, le conseil s'est tenu le 21 mai 2019. Je n'ai pas eu communication de la décision avant le mois d'août. Et c'est au mois d'août 2019 que j'ai reçu l'arrêté ministériel de révocation que j'ai contesté au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en octobre 2019.
ma contestation a abouti 2 ans plus tard, le 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette révocation, cette première révocation, sous prétexte qu'elle n'aurait pas été assez précise. Et donc, le ministère, d'une part, a fait appel, le ministère de l'Éducation nationale, il a fait appel, d'une part, de cette annulation de la première révocation. Donc ça, c'est un dossier qui est actuellement à la Cour administrative d'appel de Nancy depuis 2021. Et d'autre part, le ministère a pondu une deuxième révocation, avec cette fois-ci les faits reprochés beaucoup plus précis, mais tout aussi mensongers. Et cette deuxième révocation, je l'ai évidemment contestée aussi au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne depuis octobre 2021. Et donc, le déni de justice, Stéphanie, vous voyez, j'ai une affiche derrière moi, stop au déni de justice. Donc, le déni de justice qui est venu s'ajouter au harcèlement moral institutionnel du rectorat de Reims consiste en ce que, depuis 2 ans, donc depuis septembre et octobre 2021, que ce soit au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans la Marne, ou que ce soit à la cour administrative d'appel de Nancy dans la Meurthe-et-Moselle, il y a 2 juges qui sont normalement, si la juridiction administrative fonctionnait bien, qui sont obligés pour résoudre le litige, qui sont obligés pour décider si c'est l'administration qui dit la vérité ou si c'est moi qui dis la vérité, qui sont obligés de prendre des mesures d'instruction pour aller pour éclaircir totalement les faits. Eh bien, ces 2 mesures d'instruction, elles sont très simples. Je demande à ces juges d'ordonner au rectorat de Reims de me communiquer 14 documents administratifs auxquels j'ai droit. J'ai le droit le plus absolu d'obtenir ces documents administratifs. Et le rectorat de Reims me les refuse depuis 5 ans. Et donc, ces juges administratifs, aussi bien à Châlons qu'à Nancy, refusent d'ordonner au rectorat de Reims de me communiquer ces documents administratifs. Et la deuxième chose que ces juges refusent de faire, c'est qu'ils refusent d'ordonner au rectorat de Reims de me laisser consulter mon dossier administratif. Parce que dans ce dossier administratif, j'avais déjà dit en 2019 qu'il y avait des anomalies et que notamment il y avait des pièces qui manquaient. Ça, je l'avais déjà dit depuis 2019. Mais en 2021, par un hasard providentiel, j'ai découvert la preuve qu'il y avait eu dans mon dossier, dans les semaines qui ont précédé le conseil de discipline du 21 mai 2019, qu'il y avait eu une manipulation frauduleuse qui n'avait pu se commettre qu'avec l'aval, qu'avec l'acceptation du DRH Cyril Bourgerie, ou alors qui avait été commise dans son dos. Mais dans les 2 cas, sa responsabilité est engagée. Et donc, les 2 juges administratifs, malgré les éléments de preuve objectifs que je leur donne depuis 2019 et depuis 2021, refusent de prendre ces 2 mesures d'instruction. Et ce refus, eh bien, me cause un préjudice certain, parce que mes 2 recours sont en quelque sorte en suspension là, dans les nuages depuis 2 ans. Rien n'est fait dans mes 2 dossiers à Châlons et à Nancy depuis 2 ans. Je suis sans ressources financières depuis 2 ans. Et donc, depuis juin 2023, depuis cet été, j'ai décidé de lancer une opération d'interpellation massive de ces 2 juges par plusieurs moyens, notamment les vidéos sur ma chaîne YouTube, Canal Jacques. Eh bien, je veux obliger ces 2 juges d'instruction, parce que ce sont des juges d'instruction administratifs. Ces 2 juges ont des pouvoirs d'instruction. Et donc, je veux les obliger à prendre ces 2 mesures d'instruction pour apporter la preuve irréfutable que le conseil de discipline du 21 mai 2019, qui a abouti à mes 2 révocations, a été irrégulier, qu'il faut donc l'annuler, qu'il faut annuler les 2 révocations et qu'il faut ordonner au rectorat de Reims de faire un nouveau conseil de discipline totalement dans les règles. Voilà. Et vous pensez que ces juges, c'est clair, ces juges reçoivent des pressions de plus haut, selon vous? Alors, selon moi, ces 2 juges, comment dire, il faut comprendre que la juridiction, les prétendus juges administratifs, Stéphanie, ne sont pas des magistrats indépendants. Ce ne sont pas des magistrats indépendants. Ce sont des membres de juridiction administrative qui sont soumis au statut
de la fonction publique d'État. Donc, en gros, ce sont des fonctionnaires, comme moi. Et beaucoup de ces membres des juridictions administratives ont eu une formation dans des établissements qu'on appelle les instituts régionaux d'administration. Donc, ça veut dire que beaucoup de ces gens, dans leur formation, puis après, dans leur carrière, côtoient les membres des administrations. Ils les côtoient, ils les connaissent. Et encore plus, je veux dire encore plus en province, si vous voulez. Je veux dire à Paris, c'est pareil aussi. Mais il y a une proximité entre les gens de l'administration et les membres des juridictions administratives. Et donc, a priori, les membres des juridictions administratives ont tendance à penser que ce sont les membres des administrations qui ont raison lorsque des justiciables et des administrés comme moi mettent en cause les administrations. Ça, c'est une mentalité, je m'en suis aperçue depuis 7 ans. Hein, je veux dire, avant, je croyais que les juges administratifs étaient totalement indépendants et que j'allais obtenir gain de cause en quelques mois. Voilà, donc mes illusions ont été évidemment détruites. Et donc, il y a cette proximité déjà. Et ensuite, évidemment, il y a des connivences à l'intérieur, je veux dire dans chaque petite région, dans chaque petite circonscription, il y a des connivences parce qu'encore une fois, les gens se connaissent, c'est tout. Ils se connaissent. Et donc, ils ont du mal à, comment dire, faire sanctionner des gens qui appartiennent en gros à la même caste sociale qu'eux-mêmes. Vous voyez? C'est ce que vous appelez des collusions. Pardon? C'est ce que vous appelez la collusion. C'est ce que j'appelle la collusion. C'est une collusion, effectivement. Et puis, il y a une troisième possibilité que vous avez dite, effectivement. Il peut y avoir des pressions venues d'en haut. Il peut y avoir ça. Alors, dans mon dossier, je sais, parce qu'une personne bien placée me l'a dit à l'automne 2016, je sais que mon dossier, le ministère de l'Éducation nationale est au courant depuis l'automne 2016. Et mon dossier est explosif. Parce que là, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais je veux dire, il y a eu non seulement les hiérarques du rectorat de Reims que je vous ai cités, mais étant donné que depuis 2017, j'ai alerté aussi par des courriels explicites les gens de la division des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale et de la DGRH du ministère. Donc, je veux dire, il y a aussi des gens du ministère qui sont impliqués. D'accord? Donc, mon dossier est explosif parce que ce dysfonctionnement à la fois à l'intérieur du rectorat de Reims et maintenant le délit de justice de juge administratif peut, je veux dire, c'est comme pour le covidisme, ça fait tomber tous les masques. Et donc, il est possible, mais ça, moi, j'en ai pas de preuve, que effectivement, les juges administratifs aient reçu des consignes d'en haut pour, comment dire, faire dégager tous les recours que Madame Chassard pouvait déposer. C'est possible. Mais personnellement, parce que maintenant je les connais, je pense plus à la connivence et la collusion locale. Voilà. Vous me dites vous-même que le recteur de Reims et sa chef de cabinet ont été exfiltrés à Paris et sont désormais dans le cabinet du ministre Gabriel Attal. Oui, alors, il y a quelque chose, donc, comment dire, personnellement, je suis convaincue, mais évidemment, je n'en ai pas de preuve objective, donc je suis convaincue que les petits changements qui sont intervenus pendant l'été, donc j'ai commencé mon opération Stop au déni de justice début juin. Oui, le 9 juin, parce que j'ai fait délivrer 3 sommations interpellatives par huissier de justice. Donc, depuis maintenant 4 mois, juin, juillet, août, septembre, il y a peut-être 400 personnes qui sont au courant de ce que je dénonce à cause de mes courriels d'interpellation. Et donc, il s'est passé des petits changements à la fois au rectorat de Reims, à la cour d'appel de Nancy et au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Donc, au rectorat de Reims, il y avait un recteur qui s'appelle Olivier Brandouis, qui était arrivé en novembre 2020. Et ce recteur, eh bien, c'est un hors-la-loi. Alors, je ne dis pas délinquant, d'accord? La rectrice d'académie, Hélène Incel, je l'appelle une délinquante, la précédente DRH aussi, et l'actuelle DRH aussi. Mais Olivier Brandouis, l'ex-recteur, à mes yeux, n'est pas vraiment un délinquant, parce que je ne sais pas s'il y a un délit pour ce qu'il a fait, ou plutôt pour ce qu'il n'a pas fait. Mais c'est un hors-la-loi. Parce que ce recteur, Olivier Brandouis, depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis novembre 2023 qu'il est arrivé à Reims, il refuse. Et je ne sais pas comment le faire comprendre à des gens qui ne connaissent pas bien
le droit administratif, il refuse de me communiquer ces 14 documents administratifs dont je vous ai parlé. Il refuse de me les communiquer. Or, il n'a pas le droit de me les refuser. Il n'a pas le droit. C'est un droit légal depuis la loi de 1978 sur l'accès aux documents administratifs. Et en plus, ce droit légal a été reconnu en 2020 par le Conseil constitutionnel de nature constitutionnelle. Donc, le recteur est totalement hors la loi en me refusant ces documents. Et en plus, il est hors la loi parce que j'ai demandé à une commission indépendante qui s'appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, j'ai demandé leur avis pour savoir si oui ou non, j'avais bien le droit d'avoir ces documents. Par 3 fois, la CADA m'a donné un avis favorable. Et le recteur le sait, puisque quand cette CADA rend un avis favorable, elle me transmet cet avis, mais elle le transmet aussi à l'administration. Donc le recteur Olivier Brandouis, il est parfaitement au courant. Mais il s'en moque. Et donc, ce recteur Olivier Brandouis, eh bien, j'ai plusieurs fois, à plusieurs reprises, je l'ai accusé d'être hors la loi. Et donc, en août, fin août 2023, j'ai appris qu'effectivement, il était parti un peu plus haut dans la hiérarchie et qu'il était devenu directeur adjoint du cabinet de Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Donc, ça en fait un qui, à mes yeux, a été exfiltré. La deuxième personne qui est partie au rectorat de Reims, c'est très, très intéressant. C'est la secrétaire générale d'académie, qui est en gros le bras droit du recteur. Si vous voulez, vous avez le recteur, d'accord? Vous avez la tête, le recteur, et vous avez 2 bras. Il y a un bras, je me mets comme ça. Et il y a un bras qui est directeur ou directrice des ressources humaines et un autre bras qui est secrétaire général d'académie. D'accord? Et donc, il y avait une secrétaire générale d'académie depuis 2019, je crois, qui s'appelait Sandrine Conant. Et cette personne m'a rendu un immense service, Stéphanie, parce que cette personne, dans le cadre de tous les recours que j'avais déposés au tribunal administratif, eh bien, elle doit rédiger des mémoires en défense. C'est-à-dire, moi, je rédige des documents pour attaquer et le rectorat rédige des documents pour se défendre. Donc, elle a rédigé un document, un mémoire en défense, le 6 juillet 2020. Et c'est dans ce document, Stéphanie, que j'ai eu la preuve écrite, noir sur blanc, qu'il y avait eu cette manipulation frauduleuse dans mon dossier administratif, comme je vous l'ai dit, juste avant le conseil de discipline en mai 2019. C'est dans ce document. Au tribunal administratif de Châlons-Champagne, eh bien, le juge, un juge que j'accusais justement de partialité à mon encontre parce qu'il n'avait pas pris depuis 2 ans les mesures d'instruction, eh bien, il a disparu lui aussi. Il est parti. Voilà, pendant l'été, je ne sais pas. Et à la cour administrative d'appel de Nancy, eh bien, la présidente de la cour d'appel, qui, depuis l'année dernière, était parfaitement au courant de ce que je dénonçais, du déni de justice que je dénonçais, puisque elle avait reçu en copie un courriel de moi et elle m'avait envoyé une notification de lecture. Donc, ça prouvait qu'elle était bien au courant depuis 1 an et qu'elle n'avait rien fait. Eh bien, cette présidente, elle est partie à la retraite cet été et il y en a une nouvelle qui est arrivée, qui s'appelle Pascal Roussel. Et à Nancy, il y a eu aussi un autre changement notable, c'est que le juge que j'accusais à Nancy de déni de justice et contre qui j'ai porté plainte au pénal, eh bien, ce juge a accepté, tout seul comme un grand, de se déporter de mon dossier. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas qu'il continue d'instruire mon dossier puisqu'il manifestait sa partialité et il a accepté, bon gré mal gré, de se déporter. Alors, il menace, depuis le 11 septembre dernier, il menace de porter plainte contre moi pour diffamation publique, accusation mensongère et outrage à magistrat. Mais pour l'instant, il n'a pas mis sa menace à exécution. Très bien. Est-ce que vous pouvez définir pour le public le mot déporté? Il a été déporté, vous dites. Oui, alors justement, il n'a pas été déporté, il s'est déporté. Donc, se déporter d'un dossier, ça veut tout simplement dire se dessaisir du dossier. Ça veut tout simplement dire, OK, je devais gérer ce dossier, mais pour des raisons X ou Y, je ne peux plus, donc je me retire du dossier. Voilà. Donc, en fait, il s'est débarrassé du bâton merdeux, comme on dit. Oui, mais c'est moi qui m'y avais obligé. Oui, bien sûr. D'accord, très bien.
Et aujourd'hui, vous en êtes où avec lui? Alors avec lui, ben, je vous dis, il s'est déporté, donc je l'en ai remercié. Je lui ai dit que c'était une décision très sage. Et Mmh. puis il a menacé de porter plainte contre moi. Donc je lui ai répondu toujours par écrit et toujours avec quelques dizaines de personnes en copie. Donc je lui ai répondu que j'attendais et que je serais enchantée de redire devant un tribunal correctionnel tout ce dont il a été, tous ses agissements, ou plutôt tous ses non-agissements, c'est-à-dire son refus de prendre des mesures d'instruction, son inertie, qui, à mes yeux, est une preuve objective de sa complicité avec le rectorat de Reims. Mais comme je vous ai dit, bah, j'attends toujours. Pour l'instant, Donc il n'y c'est a un rien. silence. C'est soit un incompétent, soit il couvre d'autres choses. Bah, c'est-à-dire que maintenant qu'il s'est déporté, maintenant que M. Éric Mess s'est déporté, donc il est toujours membre de la Cour administrative d'appel de Nancy, hein, mais comme il s'est déporté de mon dossier, bah, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va le remplacer. Donc moi, j'ai demandé, toujours par écrit évidemment, et toujours avec des dizaines de personnes en copie évidemment, donc j'ai demandé à la présidente, la nouvelle présidente Pascale Rousset, Madame, je prends acte, M. Éric Mess ne doit plus instruire mon dossier, qui va le remplacer? Parce que la personne qui va le remplacer, je vais immédiatement lui demander la même chose que j'ai demandé depuis 2 ans à M. Éric Mess, c'est-à-dire de prendre les 2 mesures d'instruction. Et là encore, je n'ai toujours pas de réponse. Silence radio. Et il y a Voilà. une date butoir, vous avez une échéance? Ah ben non, il n'y a pas d'échéance. Je veux dire, tant que la juridiction administrative ne fait pas son travail, c'est exactement, si vous voulez, c'est pour ça que faut que les gens comprennent que quand on parle d'instruction d'un dossier, on a toujours en tête, enfin le premier exemple qui vient en tête, c'est les juges d'instruction au pénal. Quand il y a eu un crime, voilà, et puis il y a des juges d'instruction qui sont nommés et qui doivent enquêter pour éventuellement mettre des accusés en cour d'assises, d'accord? Mais dans la juridiction administrative, c'est pareil. Il doit y avoir une instruction. C'est-à-dire que quand vous avez, moi, une fonctionnaire qui dépose une plainte, on va dire c'est comme une plainte, qui dépose une plainte, un recours contre l'administration, eh bien, les juges, si ce sont vraiment des juges impartiaux, doivent examiner les pièces pour, encore une fois, décider si c'est la fonctionnaire qui dit la vérité ou si c'est l'administration qui dit la vérité. Et pour ça, il faut bien examiner les pièces. Et non seulement il faut examiner les pièces qui sont données par les 2 parties, mais en plus, il faut éventuellement rechercher s'il n'y a pas d'autres pièces qui pourraient apporter une lumière plus crue sur les événements. Et donc, c'est pour ça que les juges administratifs ont à leur disposition des pouvoirs d'instruction. Ils ont des mesures d'instruction qui, comment dire, sont listées dans le Code de justice administrative. Et il y a des mesures d'instruction qui ont été, en quelque sorte, validées depuis des décennies par des jugements antérieurs de juridiction administrative, notamment par des jugements du Conseil d'État. Tant que les juges administratifs estiment que leur instruction n'est pas finie, eh ben, ça peut durer des mois, des années. Donc soit il y a des vraies lenteurs dues à un vrai travail de recherche, soit ils laissent pourrir la situation et c'est une stratégie d'étouffement économique. Tout à fait. Et personnellement, je suis maintenant convaincue, je n'aurais jamais dit ça en 2017, hein, quand j'ai déposé mon premier recours en janvier 2017, je ne pensais pas une seule seconde que 7 ans plus tard, je dirais ce que je vous dis à l'heure actuelle, aujourd'hui, d'accord? Mais maintenant, je suis convaincue que au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il y a une véritable, en effet, stratégie d'étouffement et de précarisation financière contre moi. Ça, j'en suis convaincue. Et puis, à la Cour administrative d'appel de Nancy, c'est pareil. Mais peut-être qu'à la Cour administrative d'appel de Nancy, il y a plutôt cette idée que, oh là là, Madame Chassard, c'est une enquiquineuse, et puis en fait, non, non, c'est bon, quoi. Enfin, allez hop, on va la débouter comme ça. Voilà. Donc vous ne lâcherez rien, on est d'accord? Ah Vous non, avez un message non, à non. leur envoyer justement, puisque cette stratégie va échouer finalement, d'étouffement. Ah bah, de toute façon, là, j'estime que ce que j'ai commencé de faire depuis 4 mois, je vais le continuer de toute façon. Et alors aujourd'hui, je peux vous dire que justement, je vais passer un cap supplémentaire parce que donc je vous ai dit que j'avais porté plainte en juillet dernier contre le juge administratif à Nancy, à la Cour administrative d'appel, donc Éric Mess.
Et demain ou après-demain ou lundi, je ne sais plus, mais enfin dans les 3 jours qui viennent, je vais porter plainte contre l'actuel président du tribunal administratif de Châlons-Champagne qui s'appelle Alain Poujade et son vice-président, un de ses vice-présidents qui s'appelle Olivier Nizet. Et tout simplement parce que je me suis aperçue, en plus, je me suis aperçue hier que ces 2 individus me menaient en bateau depuis 2 ans. Et pour une raison très simple. Dans un tribunal administratif, vous avez plusieurs chambres qui vont juger des dossiers de nature différente. Je vous dis n'importe quoi, la 2e chambre, elle va juger par exemple tout ce qui est droit de l'urbanisme, d'accord ? Et puis la 3e chambre, elle va juger tout ce qui est litige avec l'administration. Voilà, par exemple. Hein, okay. Et donc, moi, depuis 2 ans, je croyais que à Châlons-en-Champagne, c'était le président de la 3e chambre, qui s'appelle donc Philippe Christy, c'est celui qui a disparu cet été de l'organigramme. Donc, je croyais que c'était lui qui allait instruire, qui devait instruire mon dossier. Pourquoi je croyais ça? Parce que quand j'ai déposé mon recours au tribunal de Châlons, en octobre 2021, eh bien, je ne savais pas encore à quelle chambre il allait être attribué, mon dossier. D'accord? Et je ne l'ai su, comme il y a eu pendant plusieurs mois, pendant presque un an, il n'y a rien eu, évidemment, il n'y a rien eu, c'est rien passé, qui faisait rien. Donc, ce n'est qu'en juin 2022 que j'ai reçu un papier officiel de ce président de la 3e chambre, Philippe Christy, qui me disait bon, Madame Chassard, c'est bon, là, ça fait 1 an que ça dure, hein, et puis voilà, moi j'ai envie de clôturer l'instruction, et puis comme ça, on va faire l'audience, et puis comme ça, vous aurez mon jugement, et puis comme ça, vous ferez ce que vous voulez après, ce que vous voudrez après. OK. Donc, ce juge, Philippe Christy, m'envoie cette ordonnance de clôture d'instruction en juin 2022. Je lui réponds immédiatement par courriel qu'il n'a pas à faire ça, parce que je lui ai demandé de prendre 2 mesures d'instruction, il ne les a toujours pas prises, donc je ne veux pas qu'il ferme l'instruction, je veux qu'il la réouvre et je veux qu'il prenne les 2 mesures d'instruction que je lui demande depuis 1 an de prendre. OK. Et ça marche, pour une raison très simple, mais ça marche. Donc le juge a voulu clôturer l'instruction et le lendemain, il l'a réouverte. Et quand il m'annonce ces 2 décisions, Stéphanie, donc je reçois ce papier, comme je vous ai dit, où il y a marqué « Président de la 3e chambre, le numéro de mon dossier, 21 02 526, et ici, Philippe Christy. » Donc moi, je me dis, c'est forcément lui qui va instruire mon dossier. Mon dossier, il est à la 3e chambre. Et puis hier, en préparant un nouveau courriel d'interpellation, puisque il n'y a toujours pas les 2 mesures d'instruction qui sont prises, et que en plus, j'ai appris que le tribunal de Châlons avait programmé une audience pour mon dossier le 17 octobre prochain, donc dans 10 jours à peu près. Donc, je préparais un courriel et là, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Je me dis, mais au fait, est-ce que vraiment mon dossier, il est instruit à la 3e chambre? Je vais vérifier ça parce qu'il y a quelque chose qui paraît bizarre. Parce que si vous voulez, mon numéro de dossier, c'est 21 02 526 et ensuite, il y a un trait d'union et ensuite, il y a le chiffre 2. Et ce n'est que hier, alors que, encore une fois, j'ai appris énormément de choses sur le droit administratif depuis 2017, mais ce n'est que hier que je me suis dit, mais est-ce que ça ne voudrait pas dire que mon dossier est à la 2e chambre? Alors, je téléphone au greffe et la personne du greffe me dit, oui, vous avez raison, ça veut bien dire ça. Et alors là, je regarde l'organigramme du tribunal administratif de Châlons-Champagne et je m'aperçois qu'à la 2e chambre, le juge qui préside cette chambre, c'est celui contre qui j'ai dû porter plainte en 2021, c'est celui contre qui j'ai fait à 3 reprises une demande de récusation, c'est celui que j'ai interpellé publiquement dans une audience et que j'ai accusé publiquement de complicité avec le rectorat, et c'est celui qui s'appelle Olivier Nizet. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, ils vont pas me remettre le même juge qui a été partial contre moi pendant 4 ans, ils vont pas me le remettre en face quand même, c'est pas possible. C'est kafkaïen, c'est Kafka. Ah mais c'est pas Kafka, c'est qu'ils se sont foutus de ma bibine. Et donc, je retéléphone au greffe et je demande confirmation à la greffière, qui me connaît, parce que avec tous les courriels d'interpellation que j'envoie, et je lui dis, mais
est-ce que c'est bien Olivier Nizet qui va instruire mon dossier et qui va juger mon dossier? C'est bien ça? Et là, elle me fait une réponse de Normand. Elle me dit, oui, oui, sur le papier, oui, c'est bien lui, mais parfois, quand des juges ils sont incompatibles, parfois ils sont remplacés par quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, j'ai la confirmation que depuis 2 ans, Stéphanie, depuis 2 ans, je croyais que mon dossier allait être instruit par la 3e chambre du tribunal administratif de Châlons par un juge qui s'appelait Philippe Christie. Et là, je découvre que depuis 2 ans, c'est pas le cas. Depuis 2 ans, tous les gens au tribunal administratif savaient que mon dossier serait jugé par Olivier Nizet. Ils n'ont pas de devoir. Je comprends. Ils n'ont pas de devoir d'information. Mais bien sûr qu'ils ont un devoir d'information. Bien sûr qu'ils ont un devoir d'information. Et c'est pour ça, je vous dis que maintenant, j'ai décidé de porter plainte. Parce que ça veut dire, quand j'ai répondu en 2022, l'année dernière, quand j'ai répondu à Philippe Christie, qui voulait clôturer l'instruction, monsieur, s'il vous plaît, hein, c'est bon, hein, faites votre travail, et qu'il a réouvert. C'est ces 2 papiers signés de son nom que j'ai reçus. Et personne à l'époque ne m'a dit, Madame Chassard, vous êtes un peu trompée. Hein. C'est pas à Monsieur Philippe Christie qu'il faut que vous vous adressiez. C'est à Monsieur Olivier Nizet. Parce que votre dossier, il est à la 2e chambre. Il n'est pas à la 3e. Personne ne m'a dit ça pendant toute une année, depuis l'année dernière, Stéphanie. Vous voyez? Donc, il y a un défaut d'information et il y a une forme de guerre d'usure. C'est une guerre d'usure. Ils vont essayer de vous avoir à l'usure. Ils m'ont maintenu. En fait. Vous n'êtes pas cliente, pas la bonne cliente pour l'usure. Exactement. Mais ils m'ont maintenu dans cette ignorance pendant 2 ans. Et pourquoi ils m'ont maintenu dans l'ignorance pendant 2 ans? Mais parce que justement, ils se sont dit, si Madame Chassard ignore jusqu'au jour de l'audience que c'est Olivier Nizet qui de nouveau va juger ses recours, ça sera le 14e recours. 14e recours, d'accord, qu'il aura à instruire. Et en fait, il n'a jamais rien instruit, bien sûr. Hein. Donc, si Madame Chassard ignore jusqu'au dernier jour que c'est lui, eh bien, on va être tranquille, elle ne va pas nous faire le scandale. Et si elle fait le scandale le jour de l'audience, eh bien, de toute façon, c'est pas grave, parce que Olivier Nizet, soit il va accepter son recours, et dans ce cas-là, le ministère va faire appel, et ça ira à Nancy, et nous, à Châlons, on sera tranquille. Soit le juge Nizet, il veut enfoncer Madame Chassard, et il rejette son recours, et Madame Chassard sera obligée d'aller en appel à Nancy, et nous, de toute façon, on n'aura plus la patate chaude dans les mains. Vous voyez? Je comprends. Voilà. Sans dévoiler votre stratégie, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Alors, non, alors il n'y a rien de dévoilement, enfin, il n'y a pas de risque de dévoilement, parce que de toute façon, j'ai l'habitude de dire, premièrement, je pense ce que je dis, deuxièmement, je dis ce que j'ai fait, et troisièmement, je fais ce que je dis. Donc, je veux dire, le fait de porter plainte contre Alain Poujade, actuel président du tribunal administratif de Châlons-Champagne, et Olivier Nizet, vice-président de ce même tribunal, je leur ai déjà dit, je leur ai déjà écrit, je l'ai déjà fait en 2021, et là, je leur ai annoncé hier que si effectivement c'était Olivier Nizet qui devait présider l'audience du 17 octobre prochain, eh bien dans ce cas-là, je veux dire, samedi, dimanche ou lundi, soit je fais un courrier recommandé à la procureure de Châlons-Champagne, soit je vais à la gendarmerie pour déposer plainte, mais en tout cas, il va y avoir une plainte pour dol, déni de justice et complicité de harcèlement moral contre Alain Poujade et contre Olivier Nizet. Voilà. Avant qu'on se quitte, je vous donne encore un autre exemple de leur, comment dire, du défaut d'information, hein, comme vous l'avez gentiment appelé. Donc, le 12 septembre, c'était donc à Nancy, le juge Éric Mess s'est déporté le 11 septembre. D'accord? Il a pris sa décision le 11 septembre. OK. Le 12 septembre, le lendemain, à Châlons-en-Champagne, le tribunal a décidé qu'il y aurait donc une audience dans mon dossier, dans mon recours contre la 2e révocation, qu'il y aurait une audience le 17 octobre prochain. OK. Donc ça a été, comment dire, la preuve que la décision a été prise le 12 septembre. Je l'ai parce que je peux suivre l'avancée de la procédure par un site internet qui s'appelle Télérecours citoyen. Et donc, quand j'ai consulté Télérecours citoyen, je l'ai consulté le 26 septembre, et là, je découvre, il y a une audience qui est programmée pour le 17 octobre dans votre dossier, Madame Chassard. Je découvre ça. Et donc, immédiatement,
j'écris au tribunal administratif et je demande au président, Monsieur Poujade, Monsieur, je viens de voir ça dans Télérecours, est-ce que c'est vrai? Vous pouvez me le confirmer? Parce que normalement, Stéphanie, normalement, quand une audience est programmée, eh ben, vous, justiciable, vous recevez ce qu'on appelle un avis d'audience. C'est-à-dire que vous êtes informé que le tribunal a programmé une audience dans votre dossier. Or, le tribunal administratif a pris sa décision le 12 septembre, j'en ai la preuve, mais je n'ai pas reçu d'avis d'audience dans les 15 jours qui ont suivi. Et si j'ai reçu finalement un avis d'audience, c'est parce que je l'ai exigé, c'est parce que j'ai envoyé 2 courriels au président du tribunal administratif, Alain Poujade, pour lui dire « Monsieur, vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît ?» J'ai dû envoyer 2 courriels. Hein. Il n'a pas répondu au premier. J'ai dû en envoyer 2. Et à chaque fois, en mettant 99 personnes en copie ouverte. Vous voyez? Donc, ça veut dire, là aussi, que ces gens, Poujade et Nizet, m'ont tenu délibérément dans l'ignorance pendant 15 jours, et peut-être qu'ils auraient continué d'ailleurs à me tenir dans l'ignorance une semaine de plus, de la date de l'audience qu'ils avaient programmée. Très bien. Eh bien, nous attendons la suite. Vous nous tiendrez informés? Oui, bien sûr. Sur Tribune Libre avec Canal Jack. Merci à vous, Jocelyne Chassard. Merci Stéphanie et à bientôt. À très bientôt.